sommes le jeudi 27 août 2020, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Un grand sujet, le seul d'ailleurs qui nous intéresse aujourd'hui, le 1 an du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Nous allons passer en revue plusieurs secteurs, notamment les finances, la santé, les infrastructures, l'éducation, l'agriculture et le social. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur John Kankonda. Il est communicateur de Cash. Bonjour, docteur. Bonjour, Merveille. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Et surtout que nous saluons vos nombreux téléspectateurs. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les co-débatteurs. Je pense qu'ensemble, nous allons essayer d'éclairer le peuple congolais sur les sujets qui les préoccupent. Voilà, juste en face de vous, nous avons Maître Paulin Kayemba. Lui, il est secrétaire général adjoint du parti de Bertrand Ewanga. Le FCR, donc Front Citoyen pour la République. Voilà, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, monsieur, de m'avoir associé à ces échanges. Voilà, et pour la première fois, nous avons Bou-Jésus Bélédou. Lui, il est patron. Oui, je suis coordonnateur, directeur général du journal en ligne Liberté Actu. Merci de l'invitation. Bien que c'est un sentiment un peu de désolation qui m'anime lorsque vous parlez par exemple du bilan. Moi, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est le fameux projet Bukangalonzo, puisque vous avez parlé du volet agriculture. Je crois qu'on aura à en parler. Nous allons le gouvernement congolais en son temps qui a déboursé une bagatelle somme de 150 millions de dollars pour la construction ou pour le projet Bukangalonzo. Hélas, 3 fois hélas, 2014, 2015, le projet déclare faillite et d'emblée des individus s'enrichissent. Voilà. Et c'est mieux en donneur des leçons, c'est ce qui fait très mal. Donc je crois qu'on aura à en parler tout au long de ce magazine. De ce projet aussi Bukangalonzo. Voilà, merci beaucoup. Les décors étant plantés, madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Alors, tout de suite, nous allons commencer par le docteur John Kankonda. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba totalise une année, c'était hier en fait. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan de ce gouvernement? C'est-à-dire que le bilan est très négatif. Je ne veux pas aller par le dos de la cuillère. Il faut vous rappeler que nous savons tous que ce gouvernement, c'est un gouvernement de consensus. Arrivé au pouvoir, M. Ilunkamba nous a démontré vraiment l'amateurisme, les incohérences. On peut comprendre les querelles, l'antagonisme dans les chefs de ces actions. Jusque-là, le social des Congolais n'est pas vraiment réglé. C'est comme si on était toujours dans le gouvernement Tchibala, comme si on était dans le gouvernement Matata Ponyo. Il faut vous rappeler que le chef du gouvernement, c'est lui qui est l'exécutif, c'est lui qui essaie d'amener les solutions aux préoccupations de notre peuple. Mais là, on a compris que vraiment, nous sommes vraiment dans l'incohérence totale et des petites querelles, l'amateurisme dans les chefs de la majorité des ministres qui attendent que le chef de l'État, alors que c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui a la charge de ces ministres, ça nous laisse vraiment dans une désolation terrible. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, Bou-Jésus Bélédou. Alors, aujourd'hui, le gouvernement Ilunga Ilunkamba a une année. Et selon le docteur Kankonda, le bilan est négatif. Si le bilan est négatif aussi, selon vous, quels sont les secteurs qui n'ont pas fonctionné? Bon, moi, je vais aller par les éléments. Vous savez, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons même appris que le 1334, je crois, nouvelles unités au niveau de l'enseignement sont désormais prises en charge par les trésors publics. Ça, c'est une prouesse. De l'autre côté, Joyino Makele, d'ailleurs, l'a rappelé hier. Il vous a parlé de la justice, c'est vrai. Le chemin reste long à faire, mais il y a une avancée significative par rapport à l'état des droits qui prônait le président de la République. Je crois que si c'est là les bilans qu'estime positifs
à mettre dans le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, moi je crois que c'est tout faux. Parce que ce sont des promesses, des campagnes du chef de l'État. La gratuité de l'enseignement, c'est une promesse électorale de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on l'a vu comment il s'est démerdé comme un diable dans un bénitier pour aller chercher même les soutiens au niveau de l'extérieur afin de concrétiser ce qui est dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Et ce qui fait très mal, ce qui choque dans tout ceci, c'est que on voit les caciques du FCC, Ilunga Ilunkamba, je le rappelle, et du FCC, mais aussi on voit comment est-ce que ce gouvernement est composé. Le gouvernement est pratiquement composé à 70% ou à 70% des ministres FCC, mais curieusement, nous voyons ceux qui gèrent la République, lorsque ça ne marche pas, défiler avec les pains dans la rue, pour dire que le pays va très mal. Pourtant, on le sait très bien que Shadari devrait beaucoup plus apostropher Ilunga Ilunkamba. Notre ministre et notre président de l'Assemblée nationale, on l'a vu une fois en plénière avec un pain pour dire, interpeller le gouvernement, que ça n'allait pas. Donc aujourd'hui, il est clair que le gouvernement Ilunga Ilunkamba est ailleurs. S'il faudrait parler du bilan aujourd'hui, il faudrait lire dans les actes posés par ce gouvernement Ilunga Ilunkamba, on comprend que c'est un fiasco. Voilà. C'est un échec. Je crois que quand je vais revenir, je vais maintenant décortiquer pourquoi j'ai dit est-ce que c'est un fiasco. Voilà. Alors, Maître Paulin Kayemba, vous avez également une idée sur le bilan du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Nous commençons d'abord pour planter les décors avant de décortiquer secteur par secteur. Vous partagez le même avis que les autres? Merci de la parole. Je crois que une année pour un gouvernement qui doit faire 5 ans, tout un mandat, je crois que ce n'est pas suffisant pour faire un bilan à ce jour. Donc je crois que... Mais le décor est quand même planté, les jalons ont été jetés. Vous avez par exemple des actions qui sont menées pour la relance des sociétés de production, notamment le cas de la MIBA. Vous avez toutes ces démarches pour mettre fin à des compensations, des exonérations frauduleuses. Donc c'est cette autre manche de l'état des droits, la lutte contre la corruption. Donc le décor est planté et le co-débatteur a parlé de la gratuité de l'enseignement qui est lancée. Certes, on ne peut pas dire autrement, c'est une promesse de campagne du chef de l'État, mais cette promesse de campagne du chef de l'État est aujourd'hui placée dans un programme de gouvernement. Et donc, on peut aussi mettre cela déjà dans le décor du gouvernement, dans le passif, dans l'actif du gouvernement. Et donc, on voit cet État, cette autre manche de l'État, l'État de droit avec la magistrature, c'est ce décor de la magistrature qui est planté. Vous avez donc une autre façon de dire le droit, une autre façon de faire la justice au service du peuple, au service du développement et au service de la paix sociale. Voilà. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que le chemin reste à faire. Rien n'est encore fait, mais quelque chose est déjà lancé. Voilà, nous avons un autre invité qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, bien qu'en retard. Maître Bazin Pembe, vous êtes communicateur de Cash. Merci beaucoup, Merveille, pour l'invitation. Je suis d'abord le coordonnateur de la dynamique et le changement, c'est maintenant, et en même temps aussi communicateur du Cash. Je profite aussi de vos micros pour saluer mes co-débatteurs déjà sur ce plateau de télévision, et je suis à votre disposition. Voilà, nous parlions du 1 an du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Nous sommes encore en train de planter les décors avant de décortiquer point par point, secteur par secteur. Alors, vous pensez que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, après 1 an, évolue bien, le bilan est positif? Je vais élargir les paramètres dans ma réflexion. J'ai suivi mes co-débatteurs, c'est limité que sur la personne, sur
l'individu Ilunga Kamba avec son gouvernement. Et moi, je vais insérer aussi dans mon argumentaire le président aussi de la République. Parce que c'est un gouvernement dirigé par Ilunga Kamba, mais sous la direction du président de la République, parce qu'il préside les conseils des ministres. Et donc, les programmes en action, c'est aussi les programmes du président de la République. Je vais faire état ici, sur le plan diplomatique aujourd'hui, je peux dire que c'est une réussite pour la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays aujourd'hui ouvert à des réunions importantes, dans des concerts des nations. Aujourd'hui, on a une coopération appréciable avec FMI. Certaines banques aujourd'hui africaines coopèrent avec nous. Mais si je peux aussi revenir sur un point aussi important, majeur, c'est sur l'éducation. Il faut aussi apprécier sur ce point-là, même le plan aussi sanitaire. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec le coronavirus, mais il faut saluer quand même qu'il y a eu les actes qui ont été posés avec réhabilitation de certains hôpitaux, même certains centres de santé. C'est sous l'impulsion du président de la République. Je ne vais pas ici me faire avaler, c'est que je peux avaler, c'est que mon co-débatteur à droite a dit. Il faut aussi saluer l'avènement de l'état de droit, la lutte aussi contre la corruption. C'est parmi les actifs qu'il faut mettre aussi dans les gouvernements Ilunga Kamba, parce que l'impulsion venait du président de la République. Voilà, on va en parler en long et en large. Maintenant, nous pouvons aborder le premier point. Par exemple, nous pouvons parler des finances. Il y a aujourd'hui un sérieux problème dans la gestion des finances publiques. L'inspection générale des finances a publié ses rapports, les différents rapports, et nous constatons qu'il y a des cas de mégestion qui sont signalés dans beaucoup d'entreprises de la place, notamment au niveau de la DGDA, au niveau de la Banque centrale du Congo également. Et puis après, on va également parler des fonds alloués à la gestion de la pandémie de Covid-19. Mais d'abord, au niveau de la DGDA et de la Banque centrale du Congo, un rapport est sorti de l'inspection générale des finances. Quand vous dites que c'est un échec, donc vous avez raison dans ce sens-là. Non, écoutez, là je vais essayer aussi d'élargir le débat, oui. Parce que mon co-débatteur, l'estimé Maître Bazin, vient d'inclure encore un élément important, le chef de l'État. Oui. Mais dans ce sens-là, le chef de l'État, c'est vrai, c'est lui qui gère chaque vendredi les conseils des ministres. Il donne l'impulsion, il trace les grandes lignes. Mais pour ce qui concerne le gouvernement, qui est dirigé par monsieur le professeur Ilunga Kamba, nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment appliquées, parce que, je dois vous rappeler, nous ne sommes pas des amateurs. Ce pays a existé avant Ilunga Kamba, ce pays a existé avant Félix Tshisekedi, mais l'impulsion, la façon dont le chef de l'État a tracé la politique, je me dis qu'il y a l'exécutif. L'exécutif, c'est le chef du gouvernement qui doit essayer de suivre, mettre à la lettre ce que le chef de l'État a promis. C'est-à-dire, il y a eu des promesses de campagne, comme d'où Jésus venait de le dire, effectivement, mais dans l'applicabilité, bien dans l'application, ce n'est pas le chef de l'État. Alors, si vous regardez, je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire d'abord un petit toilettage technique. Quand il y a le problème de l'inflation, directement on sait que le chef de l'État, voilà, il y a qui là-bas qui boyait, et voilà. Alors, quand les choses commencent à marcher mieux, bon voilà, le chef du gouvernement, M. Ilunga Kamba, il travaille. Je vous dis ceci, il y a un problème comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'impréparation. Je vais d'abord rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport au ministre ou bien à l'inspection générale des finances qui est en train de faire un travail énorme. Il faut saluer. Nous nous étions dit, bien chez les chefs de l'État l'avaient déjà déclaré que nous ne serons pas dans l'impunité. Il a pris l'État des droits comme étant son cheval de bataille et le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, qu'il y a des structures, l'inspection générale qui est indépendante, en train de faire un travail, moi je ne peux que saluer. Je vous ai dit que
si je dois donner des pourcentages ou bien une cote au gouvernement Ilukamba, comme on a inclus le chef de l'État, je peux lui donner 4,5 ou bien 5, parce que c'est lui qui est sur 10. C'est lui qui est au quotidien, gère les histoires au quotidien, mais à un certain moment, on doit comprendre. Mais donc le chef de l'État a aussi échoué parce que le gouvernement exécute les programmes du chef de l'État. Mais écoutez, je vous dis qu'il y a sous forme d'une démarche ou bien d'une marche de tortue dans les chefs. Je vous dis d'abord, l'exemple de beaucoup de ministres qui se trouvent qu'on a dans ce gouvernement n'ont jamais travaillé nulle part. Ce sont des amateurs qui étaient peut-être les membres d'un parti politique parce qu'il était quelque part, il entre là, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je vais directement vous citer un exemple. Excuse-moi. Allez-y. Malgré qu'il ait du cash, regarde le ministre du tourisme. C'est un secteur dans d'autres pays qui est productif d'argent, de recettes. Mais depuis une année que ce ministre est là, je cite M. Yves Bonkoulou, mais il n'y a rien qui marche. Je vous dis, il fait le tourisme lui-même. Au lieu de chercher, je dois le dire, qui aime bien, châtie bien, mais de ce côté-là, mais écoutez, pendant une année, c'est-à-dire qu'il était dans la préparation. Parce que si je cite les exemples de gens du FCC, ou bien de l'UNC, vont dire, bon voilà, il est extrémiste, ainsi de suite. Mais je commence d'abord avec le nôtre. Vous pouvez recevoir même le pape aujourd'hui, mais tant que vous n'avez pas mis en place des structures, tant que vous n'avez pas cherché les sites où vous pouvez aller essayer d'amener le tourisme là-bas, générateur de finances dans notre caisse de l'État, c'est-à-dire que vous êtes un ministre néant. Alors, pour ce que vous dites... Pour chuter, oui. Je vais chuter en douceur, permettez. Je voudrais à ce que l'inspection générale puisse faire son travail. Il est sur la bonne lancée. Moi, je soutiens cette démarche. Et tous les voleurs là, parce qu'il faut vous rappeler que ce soit dans notre banque centrale, que ce soit dans les DGA et ainsi de suite, il y a beaucoup des affairistes là-bas. Il y a des hommes d'affaires qui travaillent, au lieu de faire le travail pour le pays, ils étaient tellement mal habitués. Alors, il faudra que le Premier ministre, là je vais le charger, qu'il puisse faire un peu le toilettage. Imaginez que maintenant un pognon qui part, bien qu'il sait qu'il est déjà en train de faire la remise et reprise, il est en train de nommer des pions. Alors, ces gens-là qu'il a nommés, ce sont ses frères, ce sont ses cousins, ainsi de suite, du népotisme pur et simple. Voilà, d'où Jésus Bélédou. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le dossier de l'agriculture de Boukangalonzo. Tout à fait. Voilà, j'aimerais qu'on en parle également. Chacun va essayer de commenter secteur par secteur, mais si vous avez un petit commentaire par rapport à l'analyse de l'autre, vous pouvez le faire également. Non, justement, j'aimerais analyser à deux volets à ces stades de choses, parce qu'on parle du bilan. Le premier volet, c'est les contextes. Vous savez, le chef de l'État est en coalition avec le FCC. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, quand ça ne marche pas, les FCC accusent les chefs de l'État. Et de l'autre côté, quand ça marche, c'est les cash qui louent les actions du chef de l'État et accusent le FCC. Donc nous sommes dans un contexte de coalition où tout le monde veut tirer les draps de son côté. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, en analysant les secteurs par secteur, vous avez dit ici pourquoi on a cité Ilunga Ilunkamba. On a cité justement Ilunga Ilunkamba parce que c'est lui qui est le Premier ministre, c'est lui qui est chargé d'exécuter, il est le chef de l'exécutif et qui donne le ton. Alors regardez ce qui se passe réellement. Réellement, ce qui se passe, c'est que Ilunga Ilunkamba, on le voit intervenir, 2 ou 3 fois qu'on l'a vu intervenir avec pompe dans les médias, ce n'était pas pour des questions d'intérêt national. Ce n'était pas pour des questions d'intérêt national. Par exemple, je fais allusion à la sécurité dans l'Est du pays. Au moment où nous faisons cette émission, dans l'Est du pays, il y a eu 37 morts hier. Je vais vous dire dans quel territoire précisément. On n'a pas vu Ilunga Ilunkamba. Vous savez, il y a eu cette question sur la Zambie, où il y a eu les militaires zambiens en territoire congolais. On n'a pas vu le Premier ministre répondre à un communiqué. Ilunga Ilunkamba répond un communiqué que quand il s'agit des règlements des comptes politiques, d'affronter les chefs de l'État. On l'a vu. Moi, j'ai considéré ça en son temps d'un coup d'État politique parce qu'il dit avoir tenu un conseil des ministres et il fait pondre un communiqué et la personne qui signe, c'est un petit frère, un porte-parole privé. Donc demain, ils peuvent pondre un communiqué, destituer les chefs de l'État. Il n'a pas qualité.
il appelle sa copine pour signer les communiqués et le mettre sur la place publique à la RTNC. Donc on a vu 2 sorties médiatiques d'Ilunga Ilunkamba, pas pour des questions attendues, importantes de la nation, mais pour régler des comptes à une famille politique. Ça, c'est le premier contexte. Donc pour dire, d'un côté, il y a la bonne foi du chef de l'État, c'est là où je parlais de la promesse électorale, de la gratuité de l'enseignement, c'est là où je vous ai même parlé d'autres secteurs, notamment la diplomatie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la pierre dans les chaussures du chef de l'État, c'est effectivement le gouvernement Ilunga Ilunkamba, qui ne comprend pas qu'aujourd'hui ils sont en coalition, et la coalition voudrait que la vision du chef de l'État soit matérialisée par lui qui est le Premier ministre et par son gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la responsabilité de chacun des membres dans le gouvernement. La responsabilité de chacun des membres de l'eau. C'est là où je vais épouser l'avis de mon co-débatteur tout à l'heure là. Vous savez, aujourd'hui, notre confrère Pero Louara est en procès. Il est accusé, excusez-moi, il est accusé par qui? Il est accusé par la ministre de l'économie. Pour quelle raison? Parce que Pero Louara a fait une critique objective sur ce secteur-là, l'économie. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tous les pays du monde, les pays sérieux du monde, réfléchissent sur l'après-Covid-19. Parce qu'on le sait, pendant la Covid-19, nous avons connu ce qu'on appelle la récession économique. Les entreprises ne produisaient plus. La conséquence, c'est que lorsqu'on ne produit plus, on ne maximise pas les recettes. Et les pays après Covid réfléchissent déjà comment maximiser, comment redynamiser les secteurs après cette récession économique. Mais chez nous, il n'y a pas une comment réguler, organiser. Aujourd'hui, les prix des marchandises, des biens de première nécessité, notamment les maïs, est dicté par la société Égale, qui appartient à un bord politique, parce que cette société a fait en sorte que Orgaman et les autres tombent en faillite pour récupérer le monopole. Et on sait à qui appartient également la société Égale. Donc ça appartient à une famille politique qui a instauré une hégémonie. Donc aujourd'hui, l'économie congolaise, la ministre de l'économie devrait s'élever et dire aux Congolais, qu'est-ce que nous devons faire, les politiques, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'après Covid, nous continuions à exister. Il faudrait que son secteur booste. Et lorsqu'on fait une critique par rapport à ça, on accuse le journaliste et pour outrage au chef de l'État. Je fais également allusion... Pour chuter. Je vais terminer par là, oui. bien qu'on a beaucoup à dire autour de ça. Il y a du temps pour ça. Je vais épingler les cas du ministre de la Justice. Aujourd'hui, on a compris que le ministre de la Justice travaillait pas dans la logique de l'instauration d'un état de droit. Par contre, il travaillait dans la logique de régler les comptes. Je vais terminer par épingler un cas patent qui a bouleversé d'ailleurs les analyses et qui a choqué plus d'un. Aujourd'hui, nous tous, on a applaudi les procès Caméré. On a vu comment est-ce que Caméré a répondu devant la justice. Malheureusement, on voit un ministre de la Justice, lorsqu'il y a eu interpellation pour une bourde commise au niveau du gouvernement, on voit comment est-ce qu'une famille politique les dit clairement, si Caméré a été en prison, c'est parce que nous l'avons voulu. Et ce n'est pas parce que la justice a fait son travail. C'est parce que nous l'avons voulu. Et du coup, on comprend que plutôt que de travailler pour l'intérêt du pays, pour l'effectivité, pour une justice juste et équitable, il y a une sélection. Aujourd'hui, si vous posez la question aux militants ou cadres de l'UNC, ils sont convaincus que tout a été boutiqué, soit au niveau de Kingakati, soit au niveau de quel salon politique, pour que Kamel réponde bien que les faits lui reprochés soient vrais. Voilà. On a vu cette célérité, etc. Et ça donne des béquilles à ceux qui pensent qu'il y a une famille politique qui travaille, pas pour effectivement l'effectivité de l'état des droits, mais qui travaille pour mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État. Et ils sont en échec. Je vais terminer par dire, la conclusion serait, demain, ce n'est pas le gouvernement Ilunga Ilunkamba qu'on va juger les bilans. Après 5 ans, ça sera le chef de l'État. Il revient au chef de l'État de voir comment est-ce que remanier, après le remaniement qui va arriver d'ailleurs, puisque le gouvernement Ilunga Ilunkamba a montré ses limites, il faudrait un remaniement. Voilà. Et ces remaniements, il faut mettre les bons joueurs à la place qu'il faut. Voilà, Maître Paulin Kayemba, nous avons suivi la conférence de presse du ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, et porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Il a parlé du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Une question de précision, est-ce que ce programme-là, c'est le programme du chef de l'État ou bien c'est le programme du gouvernement? Parce qu'en réalité, le programme doit être défendu par le gouvernement au Parlement, parce que c'est le gouvernement qui répond devant le Parlement. Merci. Je voudrais d'abord corriger ce qui a été dit ici au sujet
du programme Oui. que pilote le gouvernement. Le programme s'appelle Programme du gouvernement de la République. Donc ce n'est pas le programme du chef de l'État. Mais ce programme, il est établi sur la base de la vision du chef de l'État. C'est ce que je dis. Oui. Donc c'est ça que je voudrais apporter comme lumière. Et donc ce programme de gouvernement est piloté par le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre chef du gouvernement. Donc il y a là une responsabilité que le Premier ministre porte en tant que chef du gouvernement. Et les programmes d'urgence des 100 jours. Même si le chef de l'État, il dirige les réunions de conseil de ministres. Et les programmes d'urgence des 100 jours, c'était ça aussi. Oui, du chef de l'État. Oui, le programme d'urgence, c'est le programme du chef de l'État. Vous allez vous souvenir du contexte. Le chef de l'État a mis sur pied le programme de 100 jours parce qu'il n'y avait pas un gouvernement responsable. Il a trouvé un gouvernement qui était démissionnaire. Le débat des spécialistes, est-ce que le gouvernement était démissionnaire ou non? Bon, on n'est pas dedans, mais il a trouvé un gouvernement qui n'était pas démissionnaire. Et en attendant qu'il mette sur pied un gouvernement de coalition parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire, il a initié le programme de 100 jours. C'est donc un programme du chef de l'État. Mais je dois aussi vous apaiser pour dire que lorsqu'on a mis sur pied le gouvernement Ilunga Kamba, lorsque le gouvernement a prêté serment et pris ses fonctions, il y a eu remise et reprise. Et je crois que le procès Kamere nous a aidé à comprendre qu'il y a eu remise et reprise de tout ce qui avait été fait avant le gouvernement. Et donc le gouvernement a endossé le programme d'urgence du chef de l'État et a continué à le piloter et à l'exécuter. Et à ce jour, c'est le gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, qui est en train de piloter le programme de 100 jours du chef de l'État. Donc de ce point de vue, on n'est pas sur la question des terminologies. Le programme de 100 jours est bel et bien du chef de l'État, mais il a été endossé par le Premier ministre et par le gouvernement Ilunga. Mais ça ne suffit pas parce que je n'ai pas dit un mot sur IGF, je n'ai rien dit sur Non, mais j'ai dit que chacun aborde secteur par secteur. Oui, mais non, mais je voudrais quand même placer un mot. Mais justement, vous avez j'ai suivi des choses, je voudrais quand même placer un mot. Je voudrais dire que l'inspection générale des finances, c'est un service public, mais ce service public, il est rattaché à la présidence de la République. Alors quand on sait la volontariste du chef de l'État, qui voudrait que les choses avancent, on sait le voir dans les actions que pose cette inspection. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui des enquêtes qui sont menées. Vous allez vous rappeler que le chef de l'État lui-même, il a pris une ordonnance pour abroger les 2 décrets qui avaient été pris en leur temps par les 2 premiers ministres qui se sont succédés, et Matata et Muzito, interdisant aux intervenants dans les domaines des enquêtes et des auditions d'aller enquêter, d'aller auditionner les entreprises publiques. Et donc, il fallait obtenir, c'est comme moi, je sais que dans ma maison, il y a quelque part où ça sointe, je dis, bon, monsieur, j'ai comme impression que j'ai des problèmes quand il pleut, alors vous pouvez venez chez moi pour un peu essayer de voir et d'enquêter. Donc c'est ce qu'on voudrait, que les détourneurs puissent faire appel à ceux qui ont la mission d'enquêter, à ceux qui ont la mission de savoir ce qui se passe par rapport à la gestion des affaires de l'État, et leur donner l'autorisation de venir dans leurs entreprises respectives. Donc le chef de l'État, avec l'impulsion qu'il a donnée, il a cassé ces décrets, et aujourd'hui on sait voir que non seulement il y a l'IGF qui est en train de travailler, mais on sait aussi voir que la police de parquet est en train de faire son travail. Et donc c'est à encourager. Et nous disons que aujourd'hui, nous avons des problèmes avec la Banque centrale. Je suis heureux du travail qui a été fait, de l'enquête qui a été publiée par l'IGF. Il y a des problèmes au sein de la DGDA, mais ça ne suffit pas. Il y a des problèmes presque partout. Je voudrais aussi que pour ces entreprises qui connaissent encore des anciennes mises en place, des structures, des personnes qui avaient été nommées à dessein par le pouvoir qui est passé, par le régime qui est passé, je voudrais que ces gens, même si nous sommes dans une coalition, que ces gens soient changés, qu'il y ait une nouvelle mise en place, et peut-être que ça peut aussi booster les choses. Voilà, Maître Bazam Pembe, j'aimerais qu'on aborde le point
liées à l'éducation avec vous. Aujourd'hui, on dit que la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite. Le chef de l'État a matérialisé sa promesse de campagne. Mais il y a aussi un problème. Nous constatons que certains enseignants ne sont pas encore mécanisés et ça pose problème. D'ailleurs, ils revendiquent haut et fort. Nous l'avons vu dernièrement lorsque le chef de l'État est allé à l'Athénée de la Gombe pour la reprise des cours après la Covid-19. Madame Cécile abordait le chef de l'État pour poser les problèmes des enseignants. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas une réussite dans ce secteur-là? Oui, j'ai suivi vraiment avec oreille les interventions de mes co-débatteurs, même si certains pourcentages qu'on a côté M. Ilunga Ilunkamba. Et moi je dirais, oui, la coalition a connu des problèmes. Et cette coalition n'a pas aussi permis à Ilunga aussi de mieux travailler avec tout ce qu'il y a eu comme querelle, des problèmes de gauche à droite. La cotation de 4,5, je peux dire une bonne cotation ou bien c'est par mauvaise foi que le docteur a coté. Mais ce qui est vrai, qu'il y a encore beaucoup à ajuster, beaucoup à faire. Les ministres ils ont intérêt à travailler, à répondre aux attentes de la population. Il a soulevé un cas d'un ministre, d'où a fait aussi allusion aussi à un ministre qui est en train de prouver ses limites, si je peux le dire ainsi, et n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Lorsque Mme Akazi Abandoubola, lorsqu'il y a baisse des carburants dans les stations, elle fait des échos, elle appelle les journalistes, alors que les Congolais, c'est pas tout Congolais qui marche avec les véhicules. On ne mange pas les carburants. Les Congolais ont besoin de voir sa situation sociale être transformée. Et il y a aussi des domaines, il faut parler aussi sur ces ministres, l'autre dame là, c'est toujours les dames qui nous causent des problèmes à la République. Non, celle de la dame de l'FCC, elle s'appelle encore comment? La docteure Néné Nkoulou. Cette dame là, mais je sais pas, c'est parce qu'elle a des appuis de gauche à droite, comme FCC aime toujours l'impunité, ceux qui sont là en train de saucissonner la République, ce sont les gens que FCC aime. C'est tous ces gens là que FCC applaudissent le long de la journée. Oui, elle travaille bien. Vous voyez, Néné Nkoulou n'est pas à la hauteur, elle n'est pas à mesure de diriger ce ministère. Quelqu'un qui est habitué à Rochuba Batubatonga, vous le prenez, vous le mettez dans les domaines vraiment du travail. Donc c'est grave. Elle n'a même pas l'idée comment il faut planifier pour certaines sociétés. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des problèmes de gauche à droite, des grèves des enseignants, des enseignants, des travailleurs non mécanisés, des SMIC non réglés. C'est parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Mais ce qui est aussi important, Merveille, est qu'avec l'arrivée du président Félix au pouvoir, quand même, il a cette volonté-là de dire aux Congolais, attention, là, on vole. Et il interpelle même, lorsque le chef dit, attention, là, on vole, il faut aussi recours à la justice pour dire à la justice, moi, je ne peux pas arrêter. Moi, je ne peux pas interpeller. Moi, je ne peux pas auditer. Mais c'est vous qui avez la charge. C'est pourquoi IGF est en train de travailler. C'est depuis quand que la Banque centrale du Congo a été auditée? C'est depuis quand? Aujourd'hui, c'est avec l'avènement du président Félix au pouvoir que l'IGF a eu ce courage-là, parce que la présidence a dit oui, travailler pour l'intérêt de la République, nous voulons maximiser les recettes. Ce sont les choses qu'il faut encourager. Vous avez parlé tout à l'heure là un cas d'un ministre. Je ne sais pas s'il y a un co-débatteur qui a fait allusion à cela. Lorsque vous entendez un haut cadre du FCC passer dans les médias pour dire nous regrettons que notre ministre est parti. Maintenant là, nous sommes ficelés de gauche à droite, nous sommes traqués par des convocations, par des mandats d'amener. Est-ce que les ministres sont là pour les intérêts des partis politiques ou bien ils viennent servir la République? Donc on doit comprendre. Mais revenons sur les domaines dont vous avez fait allusion, l'éducation. Oui, c'est un domaine très vaste.
là je l'ai dit, je ne sais pas si je peux, les autres seront en mesure de me contredire sur ce plateau, même ceux qui sont en train de nous suivre. Moi, je ne flatte pas, mais j'encourage ces messieurs, ces ministres, Willy Bakonga, avec l'autre là, c'est qui Didier Boudimbo. Vous voyez cette union qu'il y a entre ces deux ministres. Nous ne trouvons pas de contradiction, même sur la place publique. Vous êtes de cash, mais vous soutenez. Non, ils n'ont pas cette logique-là de venir avec des accointances politiques. Ils ont compris que nous sommes là pour servir la République. Nous sommes là pour satisfaire à certains enseignants, pour satisfaire à certains parents et satisfaire aussi à certains enfants qui étaient dans la rue. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai vu les chiffres dans un document là, 58 millions qui se mettent pas des enfants qui sont allés présenter les examens des TENAFEP. Mais on l'accuse de ne pas gérer le problème des enseignants non mécanisés. Vous savez, la mécanisation, oui, chaque travailleur a droit à un salaire parce que cela a un caractère alimentaire, mais la mécanisation ne se fait pas aussi comme ça. Il y a des nouvelles unités recrutées, ils doivent passer par d'abord l'identification. Après l'identification, on doit les mécaniser. Après la mécanisation, on doit les orienter dans les banques où ils vont commencer à percevoir. Mais l'identification a déjà été faite. Je ne pense pas. Il y a certaines NI, les nouvelles unités, qui jusqu'à aujourd'hui ils ne sont pas encore mécanisés. Mais en Uniglobo, je peux vous dire que je suis en train de saluer ce secteur qui est en train de faire aujourd'hui, qui est en train de prouver que les chefs de l'État avaient donné l'intérêt là-dedans et que même certains bailleurs aussi sont en train de répondre favorablement pour que nos enfants reprennent la route de l'école comme ils l'ont fait. Vous le dites, mais certains enseignants ne sont pas satisfaits parce que même ceux qui sont payés ont des retards de paiement. Ça, je parle au nom des enseignants qui m'écrivent tout le temps. Voilà, docteur John Kankonda, un autre problème, c'est la gestion du Covid-19. Là, le ministre Etienne Longondo a fait l'actualité dernièrement. D'ailleurs, il a tenu une conférence de presse dernièrement, c'était avant-hier, si je ne me trompe pas, où il a démenti toutes les accusations contre lui parce qu'on lui accusait d'avoir détourné les fonds alloués à la gestion de cette pandémie, n'est pas bien payé les médecins et les infirmiers en service. Est-ce que le ministre a-t-il raison de rejeter toutes ces accusations? Je vais juste reprendre là où Maître Bazin venait de terminer. Il faut vous dire que pour moi, M. Willy Bakonga n'a pas droit d'être maintenu dans ses fonctions. Je vais aller tout droit. Il est promoteur des écoles privées. Ici, tout le monde le sait. Il devient ministre de l'enseignement primaire et professionnel. Et professionnel. Il y a incompatibilité. Technique. Il y a incompatibilité. Il y a un conflit d'intérêts dans les chefs de ces attributions. Comment voulez-vous que vous êtes un vendeur et vous êtes au même moment un acheteur? C'est vous qui fixez le prix. Mais posez-vous la question. Dans les secteurs éducatifs, est-ce que le ministre peut nous dire quel genre de réforme a-t-il apporté jusque-là? Est-ce qu'il y a la différence entre les écoles privées, dont il est les concepteurs ou bien les promoteurs, avec les écoles de l'État? Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je pense qu'on aura à y revenir, mais je ne crois pas qu'il est temps qu'il continue à jouer ces jeux-là. Je pèse bien mes mots. Voilà. Nous essayons d'apporter des solutions au peuple congolais. Il y a les parents, il y a les enseignants qui se plaignent, alors que dans ces écoles à lui, il n'y a aucun mouvement de grève. Retournons sur le problème de Bukangalozo. Le Premier ministre, sa seule sortie, c'est d'aller visiter ce que le gouverneur du Chaba, M. Kaboulé, a fabriqué comme pont. J'apprécie la démarche, le travail que le gouverneur
du Chaba du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Il est allé seulement ça. C'est là où il a fait des petites déclarations. Il rentre ici, il va visiter Bukangalozo. Imaginez que si on avait encore l'ancien ministre de la Justice, est-ce qu'il pouvait permettre qu'il y ait des enquêtes sur le projet de Bukangalozo? C'était un projet faramineux. Avec Bukangalozo, le Congolais ne pouvait pas avoir faim. Donc le social du Congolais pouvait être déjà réglé de ce côté-là. Parce qu'on devait avoir du maïs, on devait avoir du lait, on devait avoir... Parce que c'était un projet très énorme qui pouvait rencontrer la préoccupation du social congolais. Et là, je voudrais qu'il y ait des enquêtes parce que nous avons des épandeurs, des avions qui se trouvent là. Il faut vous rappeler qu'avant de faire la médecine générale, j'ai fait aussi l'agronomie. Je suis aussi ingénieur agronome. Oui. Quand vous voyez ces avions qui n'ont jamais servi, des tracteurs, des moissonneuses, batteuses qui se trouvent là, dans un petit état, nous avons de bennes qui sont là-bas. Le Premier ministre va juste pour constater, il rentre, je l'apprécie quand même parce qu'il a eu le courage de déclarer tout haut, parce qu'il faut vous rappeler que les gens qui ont géré avant lui dans ce secteur-là, c'est un projet de M. Kabila lui-même avec ses sbires. Je voudrais qu'il y ait des enquêtes, et de vraies enquêtes, les têtes doivent tomber. Par rapport à cette question-là, pourquoi est-ce que les gens sont fixés sur Augustin Matata Ponyo, s'attaquent à Augustin Matata Ponyo, alors que chaque ministre de ce secteur était responsabilisé. Le ministre de l'Agriculture a participé, et le ministre de l'Industrie de l'époque, c'était M. Germain Kambinga, si je ne me trompe pas, a participé. Toujours le ministre du Développement rural également y a participé, même le ministre de l'Environnement. Mais pourquoi donner la responsabilité seulement à Matata? On l'a vu avec les directeurs de cabinet des chefs de l'État. Bien qu'il exécutait les programmes de 100 jours de chef de l'État, mais lorsqu'il fallait répondre devant la justice, on a poursuivi M. Vital Kamerhe, puisque c'était lui qui était exécutant sur le terrain. Monsieur le journaliste, ça c'est une très bonne question. Et vous êtes très intelligent. Comprenez que l'état des droits tant décrié est en marche. Le chef de l'État commence d'abord à balayer sous sa cour avant d'aller trop loin. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais, si M. Matata Ponyo aujourd'hui commence à faire des déclarations, des conférences, parce que sans le feu qui est en train de venir, il peut attendre, faire ses déclarations, il doit s'expliquer devant les cours et tribunaux. Je dis bien, M. Lukamba, il est en train de me suivre aussi. S'il y a des ministres qui s'aventurent à faire de n'importe quoi, d'abord, dans le 2023, au 2023, c'est le chef de l'État qui va répondre de ces 5 ans de mandature. Alors, il n'est pas seul. Nous co-gérons ce pays ensemble avec l'FCC. Mais d'abord, c'est le chef de l'État qui doit répondre. Si M. Ilukamba, Matata Ponyo, a commencé à envoyer des journalistes vers eux pour essayer de dire, bon, il n'était pas là, ce n'est pas lui. Je dis bien, il était le chef du gouvernement, il doit répondre. Et tous les ministres dont vous venez de me citer ici, j'évite de le réciter encore, tous ces gens-là, ils seront devant la justice. La justice, ils ne vont pas dire que voilà, la justice est instrumentalisée, ainsi de suite. Chacun doit répondre de ces faits. Alors, voilà, très vite sur le bilan des fonds alloués à la gestion des Covid-19 avec le ministre de la Santé. En une minute, parce que écoutez, je vais conseiller à son Excellence Eteni Longondo, que je salue en passant, de ne pas commencer à faire les déclarations maintenant. Alors, s'il y a une plainte qui avait déjà été déposée, il est de l'autre, il est du cash. Alors, s'il y a malversation, s'il y a le fonds alloué à cette Covid, je vous pose une question. Comment expliquer que le gouverneur du Congo central, c'est un gouverneur qui a beaucoup de problèmes en ce moment, vous prenez 500 000 $, vous envoyez à un gouverneur qui a déjà des petits soucis, sans qu'il y ait des stratégies, sans qu'il y ait une équipe, vous envoyez ça à un individu. Je suis allé au Bas-Congo avec l'un de mes amis, de Kouelezer, que je vais citer là. On a essayé d'observer combien de barrières à partir de Kassangoulou sont. À chaque 10 mètres, il y a une barrière. Et à chaque barrière, vous avez l'obligation de payer de l'argent. Sur place, on a essayé d'appeler le monsieur général Kassongo pour lui poser la question, mais on ne comprend rien. À chaque 10 mètres, il y avait plus de 20 barrières pour une distance de 2-3 km. Alors, posons-nous la question, où va cet argent? Et les 500 000 $ qui avait ça, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres.
que M. Etienne Longondo prenne son mal en patience quand il y a son vice-ministre, monsieur Albert Petit, qui fait des déclarations. Ce n'est pas seulement Albert Petit, ce n'est pas seulement l'agence qui est ici en face de la riposte contre le Covid. Tout ça, c'est géré par le ministre de la Santé, l'UNRB. Il faudra que le ministre prenne son mal en patience. Il y aura des enquêtes et je pense bien que la responsabilité de tout un chacun sera déterminée. D'où Jésus Bélédou. Prenez votre temps aussi. Je vais vous poser la même question concernant le ministre Etienne Longondo. Tout à fait. Voilà, le ministre a fait une conférence de presse où il déclare qu'il a géré avec responsabilité les fonds alloués à la gestion de la Covid-19 et il dit également qu'il y a des ennemis qui cherchent à le déstabiliser politiquement. Non, c'est ça le problème avec les acteurs politiques congolais, c'est qu'on a reproché hier aux autres, c'est ce que nous sommes en train de vivre, hélas, avec les ministres, même ceux qui sont du cash censés donner l'exemple dans la gestion. Je vais m'attarder longuement sur le ministre, mais dans mon temps d'antenne, je vais m'organiser pour parler, puisqu'on a parlé du projet du Kangalonzo ici. Vous savez, ça fait très mal au cœur. Moi-même, quand je vois Matata Ponyo multiplier les conférences, s'illustrer en donneur des leçons, acteurs macro, etc., économie, aller à l'UNIKIN, faire multiplier des conférences pour s'innocenter, ça me fait très mal. C'est comme si au Congo, lorsqu'on est au pouvoir, on fait échouer les secteurs dans lesquels on évolue et pour aller maintenant créer, développer les secteurs privés. Voilà ce qui se passe en réalité. En réalité, le projet Bukangalonzo échoue. De l'autre côté, il y a des individus qui se tapent la poitrine d'avoir créé des fermes privées fluorescentes. Mais ils les disent de l'autre côté, pardon s'il vous plaît, on a tué l'UNIKIN, mais de l'autre côté, vous voyez une université qui pousse des sols, une université pratiquement 5 étoiles, où un professeur d'université paie à bord d'un hélicoptère, quitter les États-Unis, venir enseigner et rentrer le soir. Je fais allusion à l'université Mapon. Mais comment ça a été financé par la coopération japonaise. J'en viens, je fais ma télé sur ça. Comment expliquer qu'aujourd'hui, l'hôpital Mamaemo, qui est pratiquement, moi, mon père, mon défunt père, est parti à Mamaemo. Vous savez, il est parti dans quelles conditions? Chaque jour, nous étions obligés d'acheter les gaz pour respiration. Ça s'est vendu à l'époque, je crois, à 47 000 francs 2 heures. Mais on vous bombarde un hôpital privé où on se tape la poitrine, 5 étoiles, qui a des matériels extraordinaires, 10 fois plus que Mamaemo, mais ça, c'est une initiative privée. Donc, tous ces gens qui étaient au pouvoir hier, là, qui ont échoué, à l'hôpital, je ne sais pas les noms ici, vous le savez, je n'ai pas besoin de regarder les ciels pour savoir d'où provient la pluie, comprenez? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on comprend que tous ceux qui étaient au pouvoir hier, qui ont fait échouer les grands projets, qui aujourd'hui se tapent la poitrine d'avoir fait évoluer leurs initiatives privées. J'en viens maintenant à Matata Ponyo. Je crois que je vais avoir les mêmes temps d'antenne que... Allez-y très vite parce que les autres doivent aussi parler. Il y a les rapports Ernest Nyang qui fait un audit du service Matata Ponyo. Puisqu'en son temps, sachant que c'était une escroquerie du siècle, Matata Ponyo a fait appel à la BCECO, à quelques audits privés, comme l'a dit tout à l'heure là mon frère. Vous-même, vous êtes dans votre maison, vous savez qu'il s'est trouvé là-bas. Vous appelez les inspecteurs, vous leur dites inspectez juste là. Non, il a fait allusion à un audit privé et c'est que les gouvernements sont en vérifié. J'ai quand même salué Kabila à cette époque-là. Il a fait appel à l'audit international Ernest Nyang. Ils ont audité les projets Bukangalonzo. Voilà le rapport Ernest Nyang de 44 pages. Moi, je ne fais que relayer les projets. Le rapport explique que l'idée d'un parc agroalimentaire n'est figurée dans aucun document stratégique de développement agricole du pays, ni dans un budget de l'État. Donc, c'est-à-dire, tous les projets que Matata Ponyo a fait en son temps ne figuraient pas dans le budget de l'État. Je fais allusion à l'immeuble intelligent. Allez à l'immeuble intelligent, voir comment ça est devenu un immeuble idiot, où les ascenseurs vous bloquent à tout moment, où quand il pleut, vous avez l'impression que vous êtes à l'extérieur. Mais ces projets qui n'étaient pas budgétisés a coûté des millions à l'État. Et tout ceci est passé dans la poche. C'est pareil pour Bukangalonzo. On vous dit clairement ici que l'appel d'offres ne s'est pas déroulé entre le gouvernement congolais qui a décaissé totalement cet argent et la société sud-africaine qui a amené les matériels. Donc tout s'est passé de gré à gré. On vous parle de surfacturation de 100% à 700%. Et ce qui est très mal, puisque tout n'était pas budgétisé,
Vous avez qui était l'ordonnateur? L'ordonnateur principal, c'était Matata Ponyo. Pour répondre à votre question, pourquoi on ne voit pas les ministres? Pourquoi Kamere est en prison? Kamere est en prison parce que c'est lui-même qui s'est substitué à un ordonnateur. Il appelait la Banque centrale, décaisser autant d'argent pour Jamal. Il appelait le ministre des Finances. Et c'est ce que Matata Ponyo a fait en son temps. Et 2014, le projet Bukangalonzo échoue. 2016, il inaugure l'université Mapon. Et il vous bombarde comme ça. J'ai eu droit aux partenaires. Et lorsque vous fouinez, on vous dit clairement, il y a eu conflit d'intérêts. Pourquoi Kamere est en prison? Kamere est en prison parce que Jamal a offert des avantages à Massaro. Il a donné des parcelles de millions de dollars à sa fille Soraya pour avoir un bénéfice, c'est-à-dire bénéficier d'un marché, faire les yeux doux. Kamere faire les yeux du chef de l'État, bénéficier de ces marchés de 57 millions de dollars décaissés sur base de rien. Un avenant qui n'existait pas. Et c'est comme ça que Matata Ponyo s'est tard de la poitrine d'avoir réuni dans cette période-là les bénéficiaires pour construire cette université 5 étoiles. Donc voilà. Aujourd'hui, l'État doit arrêter. Moi je pense, excusez-moi, il faut que le procureur ouvre une enquête sur Bukangalonzo sur base de l'enquête d'Ernest Ayam qui existe, que je n'ai pas inventée. Et il faut que Matata Ponyo réponde et qu'il soit au NIOF et au finish nationaliser l'université Mapon. Voilà. Je vais terminer par l'IGF. L'IGF fait un bon travail. Je n'aimerais pas que demain, Jules Alinguete, qui est censé être la personne la plus protégée aujourd'hui, je n'aimerais qu'il subisse le sort du juge Yanni. Les puissants défilaient devant lui, mais il habitait à Bandal à côté de chez moi, il n'avait pas de protection, il avait juste sa voiture, il arrivait. Et il a été assassiné aujourd'hui, on le sait, il a été abattu comme un chien. Jules Alinguete, c'est l'homme à protéger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il est en train de vous dire clairement, s'agissant de ce qui se passe à Kasumbalesa, s'agissant des compensations, je suis par là. Il vous dit, il y a des individus qui, à lui seul, bénéficient de sans exonération. Sans exonération. Donc, et que la conséquence est logique, le gouvernement congolais perd, juste pour des raisons d'exonération et de compensation, 5 milliards de dollars l'an. Voilà, et quand vous regardez la société égale qui appartient à la famille Kabila, c'est une société qui en fait partie justement, qui bénéficie des exonérations depuis des décennies. Et aujourd'hui, ils ont même créé un port privé, qui est le port Ledia. Voilà. Toutes les marchandises passent par là au détriment de l'État. La conséquence, ils ont les monopoles, ils ont les prix. Et aujourd'hui, les ministres, on ne peut rien faire parce que ce sont eux qui ont tous les goûts. Malheureusement, on n'a pas trop de temps pour aborder tous les sujets. J'allais aborder malheureusement. Dans la semaine qui commence, nous allons continuer avec les bilans. Ne vous en faites pas, vous serez invité une fois de plus. Maître Paulin Kayemba, j'aimerais que vous nous parliez de la gestion des fonds alloués à la Covid-19. Parce que jusque-là, les deux co-débatteurs n'ont pas évoqué ce point-là. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a fait une conférence de presse où il rejette catégoriquement les accusations contre lui. Il dit qu'il a effectivement géré les fonds alloués à la gestion de la Covid-19 et que tout était réparti selon ce qu'il a perçu. Et il ne reconnaît qu'avoir géré 3 millions de dollars. Oui, mais c'est sa parole. Et donc, c'est sa parole. Et cette parole, c'est contre qui? C'est contre quelle parole? C'est contre la parole de son vice-ministre. Et contre la parole, et notamment de la population qui a assisté à des tâtonnements. Il est vrai qu'au finish, on peut aussi le féliciter. Il a abattu quand même un travail. On sait qu'il n'y a pas eu assez de morts aujourd'hui. Au moins vous les reconnaissez. Non, mais il faut reconnaître. Si on ne sait pas reconnaître ce qui est fait dans notre pays, si on ne sait pas jeter de fleurs à ceux qui travaillent pour la République, alors on est mal parti. Donc il faut reconnaître que M. Eteni a fait son travail. Évidemment, il y a eu des incohérences. Je crois que c'est pour demain qu'il faudrait corriger ces incohérences. Il y a eu des faiblesses dans la gestion de la Covid, de la pandémie. Mais il faut dire que sur la gestion financière, bon, il a fait sa conférence, il a dit ce qu'il pouvait dire, il dit qu'il a fait la répartition par province, il a donné autant à chaque province, il a donné autant à l'INRB, bon, c'est sa parole. Maintenant, il va falloir, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu des incohérences, il va falloir qu'il y ait des enquêtes. Qu'une enquête sérieuse soit menée,
que les responsabilités soient établies. Si il est lavé de tout soupçon, alors il en sort grandi. Mais si il est évidemment rattrapé par la mégestion, évidemment, il va subir les sanctions et les sanctions les plus sévères. Mais je voudrais quand même dire que M. Eteni, contrairement à ce que les autres disent, M. Eteni a fait un travail. Et si nous en sommes là aujourd'hui à des moins de morts par rapport aux autres États, par rapport aux autres pays, c'est aussi grâce à son travail. Mais, monsieur le journaliste, je voudrais quand même relever que ceux qui ont hier dit que c'était exorbitant de penser à 11 milliards de dollars comme budget de l'État par an, ceux-là, ils savaient bien qu'il y avait plus de 5 milliards qui se partageaient entre les poches des individus et qu'on ne pouvait pas rattraper, ramener dans le trésor public. Et ceux-là, ils disaient, non, c'est pratiquement impossible. Comment le chef de l'État va faire, comment le gouvernement va faire pour arriver jusqu'à 11 milliards de dollars comme budget de l'État. Mais aujourd'hui, on sait voir qu'il y a des compensations qui sont faites, qu'il y a des exonérations qui sont attribuées à des individus, à des entreprises, à des sociétés gérées par ceux qui ont crié haut et fort que c'était impossible de réaliser 11 milliards comme budget de l'État. Et donc, on comprend comment est-ce que ça a fonctionné, comment est-ce que l'ancien régime a fonctionné, et on comprend comment est-ce que l'argent de la République s'est distribué entre les individus, entre les entreprises. Et voilà, vous avez des individus comme le co-débatteur qui a parlé de grandes universités qui sont sorties du néant, alors que les universités de l'État se sont appauvries et on ne peut même pas... Si le chef de l'État n'avait pas donné le ton, parce que nous parlons du bilan, si le chef de l'État n'avait pas donné le ton pour qu'on puisse au moins retoucher les hommes de l'université de Kinshasa et même certains bâtiments, je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés, on n'a pas vu ce genre de choses se réaliser. Et l'université a encore continué à sombrer, alors que nous avons des universités privées qui sont toutes pimpantes. Voilà, Maître Bazin Pembe, tout le monde s'attaque à l'université de M. Augustin Matata Ponyo. Mais nous savons tous que cette université a été financée par la coopération japonaise. Et aussi, concernant le cas du ministre Eteni Longondo, on a vu une contradiction. L'inspection générale des finances fait un premier rapport où on dit que le ministre a bien géré et qu'il n'y avait pas de problème dans ce secteur-là. Le ministre a été lavé. Et soudain, l'inspection générale des finances revient sur son premier rapport et donne un deuxième rapport où on nous dit que voilà, il y a eu des cas de détournement là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas manipulation là-bas? Moi, je me suis posé plusieurs questionnements sur Dr Eteni Longondo, si dans son cabinet, il a certains conseillers juridiques avec lui. Je ne peux pas comprendre que IGF termine ses investigations, ses enquêtes, qui mettent à la disposition du parquet toutes ces enquêtes, ces conclusions. Le lendemain, voir ministre Eteni Longondo venir faire une conférence de presse pour contredire, c'est pas sur base de quoi, certains éléments, peut-être à sa possession. Je comprends que c'est un faux fuyant. Il se reprocherait de quelque chose. Peut-être il va aveugler l'opinion. Merveille, nous, on doit faire la différence entre les régimes Kabila et régime Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est ce que je constate, même dans les langages de certains communicateurs aujourd'hui, cache là où il y a condamné, on condamne, là où il y a félicité, on félicite. Ça, c'est un élément aussi positif qu'il faut beaucoup apprécier. Eteni, on ne peut pas tout les condamner. Dans son actif, il y a à quoi féliciter. Mon co-débatteur l'a dit, aujourd'hui nous en voyons qu'il y a hausse des guéris, des patients. Et certaines provinces ont déploré certaines faiblesses sur des matériels
la détection de la maladie à coronavirus, nous avons vu les gouvernements répondre le plus vite possible et mettre les moyens à la disposition de toutes ces provinces. Donc c'est aussi les éléments qu'il faut mettre aussi à l'actif de Messi et Teni Longondo. Et l'apport de Dr Muyangi. Oui, je reviens aussi sur les docteurs Muyangi, aussi son arrivée à Kinshasa a aussi apporté quelque chose, mais même qu'aujourd'hui les Congolais se posent la question de savoir, on ne le voit pas, il est en train de travailler, pour le moment il est à Goma, il est allé aussi aider les patients qui sont là à Goma. Mais on a comme l'impression qu'entre les docteurs Muyangi et les docteurs Muyembe, le courant ne passe pas. Oui, il y a une guerre, il y a un problème, un conflit d'intérêts entre Muyembe et Dr Muyangi. Muyembe voit que Muyangi c'est un jeune médecin qui est venu d'un coup. Moi j'ai une épaisseur sur le plan sanitaire, mais venir m'éclabousser une fois comme ça c'est difficile. C'est pourquoi il a du mal. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que depuis que Muyangi est ici dans la ville de Kinshasa au Congo, il n'a jamais été reçu même par docteur Teni Longondo, même par Muyembe. Donc il y a un problème de conflit d'intérêts. C'est pourquoi le chef de l'État a compris, on l'a mis là où il est aujourd'hui, il est en train de travailler énormément, je peux vous dire, là-dessus. Et à bientôt, là, nous allons savourer les efforts des docteurs Muyangi. Et juste, je peux revenir sur la situation. L'ami a parlé des importations aujourd'hui qui sont faites de manière un peu cavalière. Et il a parlé du port Lédia. Moi, vous allez m'excuser, j'aimerais parler avec des preuves. J'ai un document ici signé par monsieur José Makila Soumanda. Et le document est clair. José Makila est en train de se substituer au ministre des tutelles ayant les CPT entre ses mains. Il écrit au premier ministre Sylvestre Ilunga pour dire le port Bolloré, la société Bolloré qui est une firme française, si je ne me trompe pas, créée en 1982, et que Bolloré est prêt à collaborer avec les CPT pour que certaines importations, certaines exportations passent par Bolloré. Ça, c'est au détriment de les CPT qui a aujourd'hui des problèmes sérieux. J'ai la correspondance lorsque ces travailleurs m'ont appelé, lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans la lettre, mais je me suis dit, mais Makila nous a laissé un scandale à l'aéroport de Njili. Aujourd'hui, la République est dans les difficultés pour relancer les travaux là-bas. Et un autre Makila, il ne sait pas si cette fois-ci il a changé d'identité ou bien c'est toujours le même. Il vient encore avec la situation des Bolloré. Alors que les Blancs, les Français travaillent que pour leurs propres intérêts. Vous voyez comment les gens du FCC sont. Donc, sont les gens, aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut, on doit continuer encore à leur faire confiance. Mais voilà, pour chuter. Permettez-moi, pour chuter, je ne sais pas si c'est le même temps d'antenne. Les amis ont parlé sur les dossiers Bukangalonzo. Mais Matata, pour moi, je l'ai dit, si l'État congolais doit laisser Matata libre comme ça, on risque de sortir comme si on est des félins. Mais Matata a quand même travaillé, il faut les reconnaître. Mais écoutez, travailler n'est pas synonyme de voler. Travailler n'est pas synonyme de détournement. Travailler n'est pas synonyme de détruire l'université de Kinshasa, détruire l'université de Lumbashi, détruire l'université de Kisangani pour faire un bijou extraordinaire, d'où Jésus l'a dit pour les enseignants. Vous savez, à l'université Mapon, ils peuvent avoir 10 à 15 étudiants dans les auditoires. Ils étudient comment? De manière, si vous voyez un professeur aux États-Unis, mais il vous donne que vous le voyez en direct. Non, mais c'est le fruit de la coopération. Ça ne sort pas de la poche d'Augustin Matata Pogno. Est-ce que vous allez me dire que tous ces gens-là qui ont financé, on dit à Matata, ils vont financer Matata pendant 10 ans? Vous savez, il a combien d'étudiants dans les auditoires? Vous avez des preuves que Matata Pogno... Il y a un rapport d'Ernest Nyang. S'il vous plaît, est-ce que je vous ai parlé du rapport que les Matata Pogno a pris l'argent de la République pour construire son université? Ah, mais moi je suis dans la gaieté lorsque vous me posez la question de savoir si vous avez des preuves. Si vous voulez en chercher une preuve, je vous donne Ilunga, la seule preuve qui est allé décrier ce qu'il a constaté à Bukangalonzo. Ça ne venait pas de nous. Est-ce que vous savez que nos Bukangalonzo, c'est peut-être Dieu qui a été de révéler aux Congolais certaines choses. Bukangalonzo tout était bloqué. C'est sous l'impulsion du chef. Le chef a dit, messieurs, vous faites Kwango, passez aussi, voyez l'état de Bukangalonzo.
C'est Ilunga qui est du FCC, de même obédience politique avec Matata Mponyo. C'est lui qui nous a donné tous ces éléments. Et je vois les amis qui soutiennent Matata Mponyo nous balancer sur les réseaux sociaux, regarder des avions, regarder patati patata. Mais cher ami, c'est l'argent de la République. Mais juste, l'argent est sorti pour acheter tout ce que vous avez vu. On a vu même à 2 reprises les produits de Bukangalonzo être distribués dans les marchés et dans les marchés congolais, quinois. Est-ce que vous avez mangé le maïs de Bukangalonzo? Il faut dire, la société sud-africaine, Safricom Accommodis, je crois, qui s'est occupée de l'achat des matériels. Cette société-là n'a présenté aucune facture au service d'audit. C'est-à-dire, si un tracteur, je prends un exemple comme ça, si un tracteur coûte $10 et ils l'ont acheté à $10 000, il y a une surfacturation de 100% à 700% des matériels. Donc, quand je vous dis ici, je m'en tiens au rapport commandité par le gouvernement congolais. C'est très important. Cette surfacturation a profité à qui? A profité Merveille. Surabondamment, si c'est que l'ami vient de dire, surabondamment. Vous savez, lorsque le ministre de l'Agriculture est arrivé, il a déclaré sur les ondes de Top Congo que lorsqu'il est entré au bureau, il n'a même pas vu un papier, même une décharge de l'argent du trésor public qui est sorti pour les dossiers Bukangalonzo. Même pas un papier. Même pas un papier. Voilà. Mais nous voyons les engins à un état de délabrement très avancé sur terre. Et la société sud-africaine a plié bagage sans que l'État congolais ne demande des comptes. La société a plié bagage en 2016. Matata Mponyo était encore ici. Le gouvernement. Et vous allez dire aux institutions judiciaires de ces terres, parce que Matata, ne parlez pas en désordre. Il est viatant dans ce pays. Docteur Kankonda, la question que je vais vous poser, j'aimerais que tout le monde réponde pour qu'on chute. Ne pas revenir sur ce qui est déjà dit, s'il vous plaît. Alors, parlons de saut de mouton. Ça également, je pense que nous l'avons oublié ici. C'est une catastrophe. Oui, vous avez vraiment raison. Je vais vraiment chuter là-dessus. Mais je voudrais ici vous dire que dans les moments de confinement le plus sévère, votre humble serviteur, Dr Kankonda, a dû sensibiliser pour que les gens respectent les gestes barrières. Je félicite les mesures qui ont été prises par le docteur Etienne Longondo. Je fustige notre confrère de l'UNRB, docteur Mouyembe, qui a lui-même décidé à ce qu'il a porté les temps congolais candidats aux vaccinations sans avoir l'aval ni du chef de l'État ni du gouvernement. Voilà. Et de ce côté-là, il y a beaucoup à dire. Voilà. Et je dis que quand il y a beaucoup de guéris aujourd'hui, ça fait partie. Et je salue en passant le docteur Jérôme Mouyangi. Nous aurons à parler là-dessus. Ils vous ont dit que voilà, il y a un problème de conflit d'intérêts et surtout le problème des autorités qu'il a trouvées ici qui n'ont pas ouvert les portes, mais heureusement, son expertise essaie d'apporter des solutions au peuple congolais. Pour le problème de saut de mouton, je me dis que d'abord c'était une très bonne idée, c'était une très bonne initiative pour essayer de permettre à ce que le peuple congolais puisse circuler librement. Alors, pour le moment, ça avance à une vitesse vertigineuse. Quand le chef de l'État va descendre, vous n'attendrez pas que Kamere, Moïbi. Alors, je me suis dit quelque part, il y avait une personnalité qui empêchait, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit, nous tous connaissons les chansons, et nous voyons maintenant la façon dont les travaux sont en train d'accélérer. Et je peux que féliciter le chef de l'État qui avait eu cette idée, bien que ça n'a pas été vraiment matérialisé à temps. Alors, que ce soit le ministre de M. Mayo Mambenga, qui avait déclaré, parce qu'une autorité, quand il déclare des choses, il doit les appliquer. Il avait dit que le 30 juin, nous fêterons avec le saut de mouton. Ça n'a pas été. Il n'est pas rentré pour s'excuser. Alors, ça, c'est la façon dont les politiques congolais. Mais je salue quand même toutes les sociétés qui sont sur place. Et je me dis, les voleurs doivent demeurer. C'est vraiment votre mot de la fin, parce que nous avons terminé. Alors, aujourd'hui, Kamere est en prison, M. Djamal en prison. Mais les choses n'avancent pas. On n'a toujours pas inauguré les sauts de mouton. Oui, merci beaucoup. Je vais m'organiser dans mon temps d'antenne. Je vais chuter par là. Vous savez, moi, on m'a parlé, on a jeté des fleurs au docteur Etienne Longondo. Je ne partage pas cet avis. Vous savez, le gouvernement a déboursé 27 millions de dollars pour la gestion des Covid-19.
il est vrai qu'aujourd'hui, Eteni vous dit il n'a géré que 3 millions. Et sur les 3 millions de dollars gérés, comment expliquer que les médecins qui sont commis à la riposte, les infirmiers et les personnels soignants ne sont pas payés? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jusqu'au moment où nous parlons, nous faisons cette émission, ils ne sont pas payés. Il multiplie plutôt les conférences pour parler, pour clamer son innocence. Je crois qu'il doit répondre devant les instances habilitées. Et quant à la question que vous posez ici, moi je crois que mon coup de gueule avant de terminer l'émission va aller beaucoup plus au docteur Mukwege. Vous savez, les prix Nobel, on n'en fabrique pas. Ce n'est pas de matin au soir qu'on devient prix Nobel. En Afrique, c'est à compter du bout des doigts. Les prix Nobel, il y a Mandela, etc. Aujourd'hui, nous avons une fierté congolaise qui est menacée ouvertement par le gouvernement rwandais. On a vu James Kabarebe, ministre de l'Intérieur du Rwanda, menacer même de mort le docteur Mukwege parce qu'il a fait une bonne mise au point. Il vous dit clairement qu'il y a eu massacre des Congolais, plus de 1100 Congolais qui ont été tués par l'armée rwandaise. Je crois que le massacre de Kakobola, aujourd'hui il est victime. Malheureusement pour nous les Congolais, on n'en parle pas. On est menacé par le Rwanda. Déjà, on est tué par jour. Maintenant, ce sont des déclarations publiques. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un sursaut patriotique de tous les Congolais pour mettre en garde le Rwandais. Parce que là, on nous place maintenant le doigt sur le président de la République a instruit les services de sécurité pour protéger les docteurs. Oui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, hein, l'attitude des Congolais vis-à-vis du Rwanda, ce ne sont pas nos ennemis, mais lorsque nous sommes apostrophés régulièrement, les Congolais meurent du fait du Rwanda. Toutes les rébellions de l'Est, ce sont des rébellions rwandaises, mais qui opèrent au Congo-Kinshasa. À un moment donné, il faudrait parler avec un ton sévère aux Rwandais. C'est ici l'occasion pour moi en tant que compatriote congolais, je profite de votre micro pour lancer un message aux Congolais. Moi, notre journal Liberté Actu, mon journal donc, a lancé SOS soutien au docteur Mukwege, notre compatriote. SOS soutien au docteur Mukwege, notre compatriote. Merci. Venez sur ma page Facebook d'où Jésus Bélédou. Faites-moi un message, écrivez-moi, nous allons marcher, je vais initier une marche quant à ça, nous allons marcher jusque devant l'ambassade du Rwanda en RDC avec nos calicots et effigies pour dire finalement non à la prédation, non à l'intimidation. Maître Paulin Kaimba, on nous fait signe que nous devons chuter, donc si vous pouvez également chuter, mais dans le sens des sauts de moutons, et également Maître Bazin en quelques minutes, comme ça nous arrêtons l'émission. Oui, il n'y a pas que les sauts de moutons, il y a aussi les maisons préfabriquées pour les militaires. Et vous savez, lorsque les prémices sont fausses, donc les conclusions aussi suivent. Et donc, mais le chef de l'État est en train de se battre pour pouvoir ramener les choses à leur juste valeur. Et on sait voir aujourd'hui que les sauts de moutons sont en train d'avancer. Donc, on ne peut pas les citer, tout le monde le voit, pas très loin d'ici. On sait déjà voir que c'est fini. Et donc, même du côté de Tchangu, on sait voir comment est-ce que ça avance. Et donc, on voit que même si on n'a pas respecté le délai imparti au départ, mais on sait voir que la volonté du chef de l'État est là. Et voilà pourquoi nous, au niveau de notre parti, le FCR, nous le soutenons, il a notre appui, parce qu'il veut impulser les choses et faire avancer l'État. Merci beaucoup pour votre activité, Maître Bazin. Si vous pouvez être bref comme Maître Paulin Kaima, vous allez nous faciliter la tâche pour chuter. Merci beaucoup. D'abord, c'est vous remercier pour l'invitation et remercier aussi à mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision. Le temps que nous avons passé ensemble ici, mais les sauts des moutons, je n'aimerais pas ici employer cette bout de phrase qui m'a choqué d'entendre vous que c'était catastrophique, mais c'est pas correct parce que nous avons 3 sortes de moutons sur Lumumba. Lorsque vous prenez Tchango, où il y a aujourd'hui les travaux sont en train d'avancer avec pompe, même les sortes de moutons de bonhommes est déjà opérationnel. Mandela opérationnel, l'autre Itex Africa, non Itex. Lorsque vous faites Ngalema, Ngalema, pompage presque c'est déjà fini. Lorsque vous faites Sosimat, presque déjà fini. Donc, les sortes de moutons qui nous restent, les 2 sortes de moutons de Liberté, marché Liberté, et l'autre sorte de moutons. Donc, les travaux avancent. Je vous ai dit ici que ce qui est bon avec Félix, lorsqu'on vole, il vous dit place wana bazo iba. Là, lorsque quelqu'un ne travaille pas, il dit azo salate, place naye, ils ont en prison. C'est cette bonne foi-là, il faut capitaliser cela. Merci beaucoup.
Un clin d'œil au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege et Jérôme Mouniangui aussi, oui. Voilà, déjà le chef de l'État a instruit les services de sécurité du pays pour sa protection. Nous vous aimons beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.